La tournée de Donald Trump, je le disais, elle s'est achevée hier au Proche et au Moyen-Orient et elle a marqué une inflexion relativement inédite, mesdames, messieurs. Grand discours d'abord de Donald Trump à Riyad en Arabie Saoudite où il a fustigé ce qu'on appelle le nation building, la construction de pays, le régime change, changement de régime, et évidemment il faisait référence à 2003 et l'échec de la guerre d'Irak. En gros, pour lui, je résume, il préfère les affaires plutôt que la guerre. On l'écoute et on réagit. Sous nos yeux, une nouvelle génération de leaders transcende les anciens conflits, des divisions fatiguées du passé et forge un avenir où le Moyen-Orient est défini par le commerce, pas le chaos, où il exporte de la technologie, pas du terrorisme, et où les gens de différentes nations, religions et croyances construisent des villes ensemble, pas en se bombardant mutuellement. Voilà le grand, très grand discours de Riyad qui marque encore une fois, Elisabeth Shepard-Selam, une véritable inflexion encore une fois dans la politique américaine. Il rend hommage à cette génération de leaders, MBS, Mohamed Ben Salman évidemment en Arabie Saoudite, et puis l'émir du Qatar et également MBZ aux Émirats qu'il a visité. Là, il y a quelque chose de l'ordre du shift, comme on dirait chez vous, du changement de la bascule aux États-Unis. Il y a un vrai changement, une bascule. Alors, qui est à la fois positif, parce qu'il n'a pas tort de dire ça suffit la guerre, il faut travailler. Ça résonne un peu comme ces tentatives d'accord d'Abraham pendant son premier mandat, d'ailleurs la Syrie veut rejoindre. Donc Il a rencontré Ahmed El-Shara, le nouveau boss, le nouveau numéro 1 de Syrie. C'est d'ailleurs MBS qui lui a demandé. Tout à fait, et son discours America First, son discours isolationniste anti-guerre, là pour le coup on retrouve un peu plus ce côté-là qu'on n'a pas vu dans d'autres tentatives de résolution de conflits, c'est-à-dire ce côté transactionnel, l'argent avant la guerre, on va trouver d'autres manières de faire la paix, sans vouloir forcément imposer nos valeurs, la démocratie, les droits de l'homme, toutes ces choses-là qui ont été un peu les valeurs occidentaux qu'on a imposées au Moyen-Orient et ailleurs pendant ces 30 à 40 dernières années. 2 à 3 milliards de dollars de contrats, c'est faramineux, Pierre Mena. Il y a eu aussi cette affaire de Boeing qu'on lui a offert, qui pose la question des conflits d'intérêts. Mais sur le plan diplomatique, faire des affaires plutôt que la guerre, ça fonctionne ou ça fonctionne pas ? Ça semble fonctionner, oui. Est-ce que c'est créateur de paix dans la région ? Quand vous dites changement de période, changement d'époque, rappelez-vous Bush, Greater Middle East, c'était exactement ça. Nous voulons exporter nos valeurs. Aujourd'hui, nous voulons exporter nos Boeing et nos armements. Parce que vous disiez 142 milliards de dollars de contrats en Arabie Saoudite, 96 milliards aux Émirats Arabes Unis. Non, alors, ces contrats, vous savez, c'est souvent des effets d'annonce. Oui, j'avais parlé de 2 milliards, en effet, ça se monte en centaines de milliards de dollars, pardonnez-moi. On est chiffres tellement faramineux on est très loin, mais visiblement, sa volonté, c'est effectivement de faire des affaires. Pierre Mena, général Chauvency, il cite un chiffre extrêmement intéressant. 142 milliards de dollars, c'est un contrat d'armement avec l'Arabie Saoudite, ce qui pourrait avoir pour effet de contester la suprématie aérienne d'un pays dans la région, Israël, puisqu'on livrerait des F-35 à l'Arabie Saoudite. Ça, pour reprendre une phraséologie américaine, est-ce que c'est un game changer, comme on dit ? Est-ce que ça change l'équation régionale ? Non, je ne pense pas. D'abord, quand même, 142 milliards de dollars pour de l'armement, y compris pour des avions. Est-ce qu'il y aura d'abord tout le personnel pour utiliser tout cet armement ? Déjà, je me pose quand même une question, parce que ce n'est pas la première fois que les États-Unis vendent de l'armement dans le Golfe, mais c'est pour ne pas être utilisé, simplement parce que c'est un contrat commercial. Ensuite, ça va largement, surtout, revitaliser encore plus toute l'industrie d'armement américaine, qui avait été quand même un petit peu en descente d'intérêt depuis Clinton, et avec la guerre en Ukraine, ça a relancé, mais là, en plus, ça va encore relancer encore plus les industries d'armement. Ensuite, on est bien dans la logique économique. Alors maintenant, je ne sais pas si vouloir la paix partout peut être conditionné à l'achat et à la vente d'armes. J'ai un petit problème quand même, parce que je veux bien qu'on vende des armes. Le budget de la défense américaine va augmenter très considérablement. 1 milliard. 1000 milliards. 1000 milliards, voilà, oui, parce que c'est aussi faramineux. Donc, on a un président qui ne fait qu'appeler à la paix, qui prône la paix, mais qui vend des armes partout et qui augmente d'une manière faramineuse son budget de la défense. On peut quand même s'interroger. Sacré paradoxe, Elisabeth Shepard-Selam. Oui et non, vous posez la question de est-ce que ça marche ? Et oui, est-ce que ça fonctionne ? Je prends 2 exemples. Le premier, c'est, je disais, le ministre des Affaires étrangères émirati qui était sur Fox News, qui dit « Nous, les accords
l'accord d'Abraham, si on ne l'avait pas, on ne pourrait pas travailler avec les Israéliens pour l'aide humanitaire à Gaza. Ils fournissent à peu près 42%. Ils sont très clairement... ils se rendent compte à quel point c'est important. On a vu aussi Trump, et je ne suis pas la première à le féliciter pour beaucoup de choses, mais dans une synagogue aux Émirats où il y a aujourd'hui beaucoup d'Israéliens, beaucoup de business qui se fait, il y a quand même des choses bien qui ont été faites. Il y a une diplomatie très intéressante, la diplomatie émirati, effectivement ce qu'on appelle une diplomatie inclusive qui est ouverte et qui prend en compte en fait les réalités de la région, donc l'existence de cet État qu'est Israël et également le sort des Palestiniens. Ils appellent également à la création d'un État, mais c'est vrai. Je rappelle simplement pour nos téléspectateurs, les accords d'Abraham, ça a été conclu par M. Trump, premier mandat avec M. Netanyahou et qui impliquait normalisation des relations diplomatiques, un certain nombre de pays arabes, les Émirats, le Maroc notamment, avec Israël. Où il y a aujourd'hui un exercice militaire que les Israéliens, à lequel les Israéliens participent au Maroc. Donc il y a quand même des choses qui ont fonctionné quand même dans sa volonté de faire du business plus que de faire. Et vous pensez qu'en dépit de M. Netanyahou, c'est ce qu'il veut ressusciter, Pierre Ménard ? Oui, tout à fait. Oui. D'ailleurs, l'Arabie Saoudite était sur le point, et c'est d'ailleurs un des éléments d'explication du 7 octobre, c'est que le Hamas, avec ses alliés, ont voulu empêcher la conclusion d'un rapprochement entre Riyad, l'inscription de Riyad dans le cadre et Israël. Des accords d'Abraham. Ils étaient sur le point de le faire. Et là, évidemment, c'était pas possible. Mais donc maintenant, il y a ça, et il y a aussi un autre point quand même important. Je sais pas quelle suite il sera donné, mais ce qu'a dit le président Trump suite à son entretien avec Al-Shara, donc le président syrien, il a dit que le président syrien avait accepté une normalisation, entre guillemets, parce que je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, des relations avec Israël. Donc ça va très loin, parce que la Syrie, ça n'a jamais été envisagé jusque-là. Alors après, si vous voulez, on peut être très sceptique. On peut considérer que le président syrien, il accepte à peu près tout ce qu'on lui demande aujourd'hui, pourvu qu'on lui... pourvu que les sanctions soient levées, parce qu'il va falloir là aussi des centaines de milliards pour pouvoir reconstruire un pays qui a été à la botte de Bachar al-Assad pendant plus d'une cinquantaine d'années, qui est détruit. Ouais. Mais quand même, comme vous dites, et je vais me tourner justement vers Rina Bassiste, c'est effectivement intéressant. On sent que M. Trump, il veut faire en sorte que les relations diplomatiques se normalisent avec un État qui est central au Proche et au Moyen-Orient, dont on ne doit pas contester l'existence, et c'est ce qu'il veut, et il veut que ça soit acté, c'est Israël. Mais pour autant, il a été à Riyad, il a été aux Émirats, il a été à Doha au Qatar, et il n'a pas été à Jérusalem, Donald Trump. Oui, effectivement, ce n'est pas que les Israéliens n'ont pas souhaité son arrivée. Au contraire, il y avait l'ambassadeur israélien à Washington, Yechiel Leiter, qui a essayé d'abord et a demandé à la Maison-Blanche est-ce que M. Trump ne peut pas aussi passer par Israël? La réponse était non. Après, il a essayé un autre format. Il a proposé peut-être M. Netanyahou peut se déplacer dans un de ses visites en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats. Aux Émirats, ça aurait été possible. Il y avait la question à un certain moment à Istanbul. La réponse était pareille, un très clair non. Et les Américains ne voulaient pas d'Israël dans cette visite. Et on le voit dans d'autres domaines aussi. Parce que, par exemple, juste avant la visite, il y avait le relâchement d'Idan Alexander, cet Israélo-américain otage tenu à Gaza. C'était le dernier américano-israélien vivant encore otage. Il était libéré et cette libération... c'était fait sans Israël. Israël était même surpris de sa libération. On va en parler justement, parce que ça c'est très intéressant ce que vous soulevez, mais juste d'un point sur rebondir ce que vous nous dites, Rina, parce que vous êtes israélienne, donc vous sentez quand même le pouls de cette nation, de ce pays. Vous nous dites on a tout fait pour attirer Trump en Israël, et Trump nous a tourné le dos. Comment est-ce que ça a été vécu par Netanyahou? C'est un camouflet, il le vit mal, il est comment? Oui, je crois qu'il le vit très mal, parce qu'il y a une sorte de compréhension maintenant en Israël que cette grande alliance avec le président Trump, parce que c'est extrêmement personnel, c'est avec lui en personne, cette alliance, elle ne va pas très bien. Il y a même des analystes qui parlent d'une certaine crise entre Jérusalem et Washington. On a mentionné cette histoire de relâchement d'Idan Alexander, mais on a d'autres exemples. On a les négociations avec l'Iran, Israël est dehors, on a l'accord avec les Houthis, Israël est dehors, surtout les plans, là où c'est important pour Israël d'être dedans. Mais comment l'interpréter, ça justement, ce que soulève Rina Bassis, qui est extrêmement important. Idan Alexander, otage américano-israélien, c'est négocié directement entre les États-Unis et le Hamas.
accord avec les Houthis pour éviter que les navires marchands soient frappés. Mais par contre, les Houthis peuvent continuer à frapper sur Israël. On l'a vu à Ben Gourion, avec un missile qui est tombé tout de même sur cet aéroport et qui l'a paralysé. Négociation en direct USA-Iran pour éviter que ce pays n'atteigne finalement ou ne franchisse le seuil nucléaire. Qu'est-ce que ça veut dire que corneriser à ce point-là Israël quand on est Trump? Non, mais ça veut dire que d'abord que Netanyahou et des Israéliens, et ça je le dis depuis avant qu'il soit élu Trump, n'ont pas écouté le discours de Trump. Trump, c'est America First. Point. Voilà. Pourquoi je prends l'exemple des Houthis, qui est un des plus criants. Qu'est-ce que Trump a négocié? Trump a négocié qu'il ne frappe plus les navires américains. Point. C'est tout ce qu'il avait besoin. Il a juste besoin de faire du business. Mais quand on est Israël et qu'encore une fois, on est la cible de bombardements avec des missiles à moyenne portée qui paralysent votre aéroport, il y a de quoi enrager. Oui, mais on peut... Enfin, moi, je fais la parallèle avec l'Ukraine. Oui. Les États-Unis soutenaient l'Ukraine. Trump arrive. C'est Trump et éventuellement les États-Unis d'abord, que vous soyez Israël ou que vous soyez l'Ukraine. Ce qui n'est pas forcément à plaire non plus dans sa coalition. On a vu l'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, essayer de rattraper la chose parce que les évangéliques chrétiens, qui sont des grands soutiens à Israël, sont pas et de Trump en passant, ne sont pas forcément très contents de ce que fait Trump. Mais Trump, c'est America First, et Trump surtout, et le business d'abord. Il est allé, notamment avec l'Arabie Saoudite. L'idée à la base, c'était un accord qui prenait en compte la normalisation des relations avec Israël. Aujourd'hui, ça ne fait plus partie des conditions avec l'Arabie Saoudite. Et on parle même, une rumeur qui circule beaucoup en Israël et aux États-Unis, qu'il est même prêt à la reconnaissance d'un État palestinien. Pour l'instant, ce n'est que des rumeurs, mais assez pour que l'ambassadeur américain dément. Est-ce qu'au plan géopolitique, Général Chauvency, cette idée que soulève Elisabeth Tchepard-Tsellam, c'est vrai, la presse s'en est fait l'écho. M. Trump pourrait aller jusqu'à reconnaître un État palestinien débarrassé du Hamas, je le précise, au nom du business dont on parle, puisqu'il est au Moyen-Orient, mais cornerisons encore une fois sur 3 dossiers essentiels: l'otage, l'Iran, le Yémen, Israël. Moi, je vais rejoindre surtout ce qu'a dit Elisabeth sur le point que Trump ne voit que les intérêts des États-Unis. Et que si on n'a pas compris ça dans tout ce qui se passe partout dans le monde aujourd'hui, on ne comprendra rien à sa stratégie de politique étrangère. Donc aujourd'hui, c'est l'Amérique d'abord, et puis je règle mon problème, et s'il y a un problème autre, c'est vous qui le réglez. C'est valable pour tout, pour l'Ukraine, pour Israël, voilà. Maintenant, l'État palestinien, je le crois capable de le faire. Je le crois capable. Mais à la limite, n'oublions pas quand même que l'État palestinien est quand même demandé depuis 2002, si je ne me trompe pas. Oui, donc depuis 1948. Oui, aussi, mais on va prendre les accords de Taïf en 2002. Donc c'est peut-être ceux qui font référence et ceux que soutiennent l'Arabie Saoudite. Les derniers qui avaient été signés, voilà. mais en effet, et dans l'équation, c'est inviter le Hamas, dont tout le monde souhaite, et même de nombreux Palestiniens se débarrasser, et qui pose aussi une problématique à Gaza. Mais on revient au conflit actuellement et de l'intrusion de l'armée israélienne à Gaza. Le mouvement Hamas ne doit pas survivre. Voilà, parce qu'autrement, on ne trouvera pas de solution. Donc on comprend mieux l'intérêt militaire des Israéliens d'aller nettoyer Gaza du groupe Hamas. Rina Bassist, je voudrais vous entendre, parce que vous avez parlé des dirigeants israéliens, de la manière dont ils perçoivent donc Netanyahou, qui est quand même dans tous ses états, parce qu'il est complètement mis sur la touche par Trump. Mais comment le vit la population israélienne, cette idée que Trump se détourne des intérêts immédiats pour le moment d'Israël? Je vais peut-être parler d'abord des familles des otages, où il y a une énorme inquiétude, parce que, bien sûr, il y avait une joie immense en Israël avec la libération de Dan Alexander. C'est incontestable. Mais avec ça, je suis sûre que chez beaucoup de familles des otages, il y avait aussi une énorme inquiétude. Pourquoi ? Parce que pour eux, tous ces efforts américains, c'était pour libérer un de chez eux. America First. Voilà, un America First. Et là, il n'y a plus des otages américains. Et pas vivants en tout cas, il y a 4 qui ne sont pas vivants, mais pas des vivants. Maintenant, peut-être l'administration Trump ou Steve Witkoff, ils vont peut-être se désintéresser, ou pas désintéresser, mais ils ont tellement d'autres dossiers qui sont peut-être plus urgents pour eux, et ce dossier des otages peut devenir plus une priorité comme c'était jusqu'à maintenant. Et vous me tendez la perche, Rina Bassi, je vais me tourner pour une courte observation de votre part, Pierre Ménat, très courte, mais en effet... Monsieur Trump, America First, l'Amérique d'abord, très dur avec ses alliés Israël, très dur en Europe, avec les Européens. Oui, d'ailleurs, la différence, c'est que je crois qu'il continue à mentionner son alliance avec Israël. En revanche, il ne parle plus... Moi, je n'ai pas entendu une seule fois parler d'alliés européens. Mais sur le dossier des relations Israël-États-Unis,
Je crois que le dossier clé, il est évoqué, mais on ne s'y est pas tardé, c'est l'Iran. Parce que là, si vous voulez, on va voir jusqu'où Trump... Monsieur Netanyahou, Monsieur Trump, pardonnez-moi, se dit très confiant sur la conclusion. Oui, attendez, on n'est pas d'un accord, mais on n'y est pas encore. Parce que, alors, c'est au début de la négociation. Il avait promis 24 heures pour l'Ukraine. Depuis 100 jours et on y est encore. N'oubliez pas que Trump s'est retiré de l'accord... Oui, il a dénoncé précédemment l'accord du JCPOA. Donc là, cette fois-ci, il faut quand même, s'il veut être crédible, il faut qu'il obtienne davantage. Or, là, au début, il partait de très loin, mais on ne sait pas où ça va mener. Eh bien, je propose de l'écouter, puisque vous soulevez la question des négociations entre l'Iran et les États-Unis. Écoutons le président américain. L'Iran a en quelque sorte accepté de ne pas fabriquer de poussière nucléaire, comme je l'appelle amicalement. Nous ne fabriquons pas de poussière nucléaire en Iran. Et nous avons été forts. Je veux qu'ils réussissent. Je veux qu'ils deviennent un grand pays. Je vois légèrement sourire. Je ne sais pas si c'est ironique, Elisabeth Shepard-Sella. Je trouve... Moi, ce qui me frappe avec Trump, d'abord, c'est le vocabulaire assez pauvre. Great country. Il a toujours Et en même temps, c'est simple à comprendre. Great country, c'est vrai que l'Iran, la Perse, l'Empire, peut-être qu'il parle à sa base, très très grand et très très beau pays. Quelques mots de vocabulaire, certes, mais la complexité de la situation en Iran aujourd'hui, comparée à son vocabulaire, me laisse un peu perplexe. Il faut savoir que, en même temps que lui, il dit que ça avance, les Iraniens le critiquent sur sa politique à Gaza, disent qu'il ment. En somme, je ne suis pas convaincue que c'est aussi proche d'une résolution que M. Trump le croit. Comment est-ce qu'on regarde cela, Rina Bassiste, depuis Israël? C'est pour parler, qui avance avec l'Iran, qui est un ennemi, qui menace d'acquérir la bombe nucléaire, ce qui serait inacceptable évidemment pour Israël. Bon, si on demande le gouvernement, bien sûr, l'inquiétude est énorme. Parce qu'on se souvient, les discussions qu'il y avait pour l'accord de 2015, d'abord, il y avait les Européens dedans, et notamment la France, qui a, d'une certaine façon, représenté au moins une partie des intérêts israéliens dans ces négociations. Et les Européens n'est plus dedans. Moi, c'est une question que je pose toutes les semaines au Quai d'Orsay pour savoir à tel point il y a des consultations entre Paris et Washington sur ces négociations. C'est ce que vous nous dites. J'ai l'impression que vraiment, il se nourrit de la presse comme nous tous sur ce qui se passe pour parler. Et donc, d'abord, il n'y a personne pour représenter Israël dans ces négociations et on a l'impression que Trump est décidé d'arriver à un accord. Et s'il est décidé d'arriver à un accord, ça sera un accord qui ne sera pas favorable à Israël.